Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Bienvenue dans cet épisode hors série de Girls in Food. Exceptionnellement, je donne la parole aujourd'hui à une femme qui évolue en dehors du domaine de la gastronomie au sens propre, mais dont le travail entretient des liens forts avec ce sujet. Nathalie Crasset est l'une des designers françaises les plus talentueuses et les plus inspirantes. En créant des lieux de vie, des écrins pour des produits gourmands, des ustensiles de cuisine ou de la vaisselle, elle façonne nos modes de vie et notre manière d'habiter le monde. Elle attache une grande importance à la nourriture et collabore régulièrement avec les esprits les plus créatifs de la food. Cette interview est l'occasion d'en savoir plus sur le parcours de Nathalie et sur son processus créatif, notamment dans les projets gastronomiques. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Nathalie Crasset dans Girls in Food. Bonjour Nathalie Crasset. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Nathalie, j'ai 56 ans, je suis designer, je suis femme et maman. Si on revient en arrière, dans votre enfance, quelle place occupait la cuisine ? La cuisine, chez nous, c'était l'endroit principal, parce qu'en fait, il n'y avait pas de... On avait une salle à manger, mais qu'on utilisait très très peu. Donc en fait, c'est l'endroit où se faisait la cuisine, c'était l'endroit aussi où on était la majorité du temps. Voilà, donc on est dans une ferme, donc il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent à l'extérieur. D'accord. Ouais, parce que quand on habite à la campagne, voilà, les activités sont pas tout. C'est pas un foyer urbain en fait, Oui, donc ça sûr. change énormément la donne. Surtout quand on est petit, on va jouer à l'extérieur. En fait, on joue pas à l'intérieur la majorité du temps. Et les alentours deviennent une espèce de playground, voilà, pour inventer des jeux, et on va de plus en plus loin dans la nature, etc. D'accord. Donc ça a un rôle un peu particulier, oui. C'est peut-être aussi un autre rapport à la liberté que les enfants qui ont grandi en ville. Tout à fait, oui, je pense que c'est... Et puis c'est aussi l'idée que on peut prendre certains éléments. Je cite toujours ce détail des balles de paille, en fait, qui étaient des gros parallélépipèdes, et on construisait des tunnels, des maisons, mais énormes par rapport à notre taille. Et en fait, voilà, des piscines aussi l'été. Voilà, donc il y avait une interaction avec l'environnement qui était autre. Qui a sûrement dû vous marquer pour la suite. Voilà, qui je pense a marqué surtout dans l'idée de faire évoluer. En fait, tous les jours, on réinventait des choses, on réactivait des jeux différents. Voilà. Le jeu poussé à son paroxysme. Toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un plat qui vous reste en mémoire et qui un plat de fête, un plat du dimanche qui symboliserait un peu votre famille ? Oui, je suis pas sûre que ça soit un plat de fête, mais c'est un plat que j'aime beaucoup, les tomates farcies et les endives au jambon. Je sais pas, j'ai deux madeleines de Proust qui sont cristallisées autour de ces deux plats-là. Ce sont des plats chauds, c'est des plats... donc il y avait un jardin bien sûr chez moi, et voilà, c'est les endives aussi venaient de la maison, ça à deux moments différents bien sûr, mais voilà, j'aime bien ces deux plats-là. Dans l'imaginaire, les tomates, on imagine plutôt un plat du sud, les endives plutôt du nord. Alors, où est-ce que ça se passait, en fait, dans quelle région ? On est dans la Marne, en fait, donc D'accord. on est à 120 km de Paris, on est au nord-est de Paris. Et quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait rêver comme métier ? Comment vous vous projetiez dans l'avenir ? Je me souviens plus trop. À un moment donné, j'ai voulu être infirmière. Je sais pas pourquoi. Après, l'envie de ma maman, ça aurait été que je sois institutrice. C'était voilà, parce qu'elle aimait beaucoup s'occuper des autres. Elle vivait pour les autres, en fait. Donc, c'était une façon de se consacrer aux enfants, d'être instituteur. Voilà, mais très rapidement, je suis en tout cas que c'était pas dans l'endroit où je suis née que j'allais pouvoir me développer et m'épanouir. Voilà. Okay. Parce que c'est un tout petit village, et puis je pense qu'en étant femme, justement, ou fille à l'époque, on avait moins de pression peut-être que les garçons, hein, parce que les garçons, il faut
j'analyse ça maintenant comme ça. En termes de réussite, en termes de, il y en a au moins des deux. Donc on était dans une famille nombreuse. Moi j'ai une sœur jumelle et on était au milieu. Il y avait un petit frère et un grand frère. Et c'est évident qu'il y en ait un des deux qui devait reprendre la ferme. L'exploitation. Voilà, donc il y avait déjà plus de pression sur l'orientation de leur choix pour les deux garçons, tandis que nous, on a été une liberté. Non, on avait une liberté de penser. Puis j'ai toujours, mes parents aimaient bien l'idée de pouvoir continuer, de nous voir continuer nos études, ça c'était important. Et puis voilà, on a été assez libre en fait dans le choix dans l'idée de choisir les métiers qu'on voulait faire. Et très très tôt avec ma sœur, on s'est dit qu'on allait aller à Paris, c'était notre rêve de D'accord. Paris. Et donc quand vous disiez que vous imaginiez pas rester dans votre village, donc c'était Paris pour vos études, je suppose. Non, mais en fait on part progressivement. En fait, on prend un bus déjà pour aller à l'école maternelle. Après on va à 6 km. Après on va à 30 km pour le collège. Donc chaque étape scolaire, en fait, éloigne du foyer. Éloigne, voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est graduel. Ok. En même temps, le métier que je voulais faire, c'était, rentrer à l'ENSI, c'était Paris. Il n'y avait pas à l'époque d'école des beaux-arts qui avait des spécialités design. Donc en fait, mais j'avais aussi envie de vivre là parce que l'offre culturelle et c'était ça en fait, l'offre culturelle est plus grande là et j'avais une soif en fait de rattraper un peu tout le retard. D'accord. Voilà, il faut s'imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet, etc. Donc c'était compliqué de même se renseigner sur les artistes, voilà. Mais c'était quand même assez jeune finalement votre rêve à vous. Oui, mais en même temps ça a été une espèce de va-et-vient entre l'idée d'être poussé à partir, l'idée d'être donc il y a une espèce de moteur qui se développe pour arriver à le faire et l'idée d'oser, parce qu'on n'est pas forcément légitime. On connaît personne qui a fait ce métier, qui embrasse ces métiers artistiques, donc on fantasme un peu cette idée et voilà, on sait pas comment on va y arriver. Donc en fait c'est aussi, donc il y a des périodes où on est un peu en retranchement en disant c'est pas pour moi, notamment en troisième. Je me souviens avoir fait un stage chez un architecte, je sais pas comment même j'ai pu réussir à contacter un architecte à 30 km puisqu'on ne connaissait pas d'architecte vraiment, mais voilà. Et en fait, ça a été pire parce qu'en fait, c'était des codes que je maîtrisais pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais à rentrer dans ce milieu-là, parce que c'est une question de milieu. Et voilà. Donc ça a été plutôt, ça m'a freiné dans mes élans, en fait. Okay. Mais ça demande aussi du courage d'arriver à se projeter justement dans un univers qui est pas celui d'où on vient. Et d'aller. Mais en même temps, on a une espèce de moteur, c'est ce que j'explique, qui nous pousse, on a un but. On sait qu'on doit venir à Paris, on sait qu'on doit faire peut-être 2 fois plus que les autres. Et c'est un peu la même chose que être femme, en fait, Exactement. En quelque sorte. Et c'est ce qui fait que mon combat, c'était plus d'arriver à rentrer dans une culture que d'être femme. Oui. J'ai pas vu, en fait, au cours de ce parcours-là, on m'a pas signifié que j'étais pas ma bonne place, en fait. En tant que femme. Mais je me suis cristallisée plutôt sur des différences au niveau culturel, peut-être. D'accord. Alors justement, si on reprend un petit peu votre parcours, donc vous arrivez à Paris. Oui. Comment vous envisagiez votre avenir à ce moment-là? Est-ce que vous aviez déjà une idée très précise une fois que vous avez pu rentrer dans l'école qui vous est rêvée? Est-ce que vous saviez déjà précisément ce que vous vouliez faire? Bon, je fais une école de design de produits, donc en fait à l'époque c'était vraiment autour de ça, mais on sait très bien, et d'ailleurs j'avais expliqué à mes parents que c'est pas parce que j'ai fait une école Bac+5 que j'allais arriver à trouver du travail après, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, je crois. Puis j'ai très vite, il y a eu un lien entre mon projet de diplôme et la suite, c'est-à-dire l'idée de travailler avec d'autres personnes, puisque c'est grâce à mon projet de diplôme que j'ai pu trouver un premier travail en Italie, puisque j'ai montré mon projet de diplôme dans une exposition à Milan. Puis je me suis dit, je vais aller voir un designer que j'aime bien. Chaque fois qu'il fait un truc, je me dis, ah tiens, j'aurais bien fait ça. Il y avait quelques petites différences quand même au niveau intention, mais j'aimais bien, voilà. Et ce designer s'appelle Denis Santacara. Mais donc après, tout de suite après l'école, je suis allée travailler chez lui. Donc ça, c'était déjà une première
C'était intéressant parce que ça me permettait aussi de couper les ponts avec cette école qui avait été très généreuse pour moi. Et à un moment donné, c'est compliqué de faire le pas dans le vide, le saut, je sais pas comment, donc couper le cordon ombilical avec l'école, qui était très généreuse aussi. On pouvait, à l'époque, on pouvait rester un petit peu pour faire son portfolio. On pouvait commencer un peu à travailler professionnellement en étant encore très connecté à l'école. Et je sentais que c'était pas la bonne méthode pour moi. Je savais que il fallait que je me fasse un peu violence pour arriver à... Donc, l'idée de partir à l'étranger, c'était bien. En fait, ça m'a permis de... Et j'ai pas vu vraiment de différence entre être à l'école et travailler dans cette agence, une petite agence. D'accord. Une personne qui était à la fois autodidacte, mais aussi plus artiste, en fait, que designer, on va dire. Il a commencé en étant artiste. Et voilà, là, ça m'a donné vraiment... beaucoup de chance. Enfin, c'est vraiment et aussi quelqu'un qui voilà. Non, je remercie beaucoup Denis Santakara parce qu'il a. Voilà, c'est un vrai cadeau de voir qu'on peut exercer ce métier avec autant de liberté, à la fois en scénographie, en objet. Il avait une grande liberté, voilà, d'action aussi. Il était tout petit et il y avait aussi un laboratoire où en fait on passait comme ça, pas fermé, on passait directement du bureau où on grattait, où on faisait les dessins, au workshop où on tournait les pièces, etc. Donc c'était assez idéal en fait comme premier emploi. Puis après je suis rentrée à Paris et là j'ai commencé à collaborer avec Philippe Starck sur un autre projet d'une autre envergure. C'est pas la même taille de studio peut-être entre... Non, mais en fait c'était pas une très grosse taille en fait. D'accord. Voilà, il y avait 5 personnes en design, 5 personnes en architecture, ça restait quelque chose de complètement à échelle humaine. Et très rapidement, je suis restée à peu près 6 mois comme ça dans l'agence et puis après j'ai été responsable de l'agence Thomson Multimédia, donc en appartenant à l'agence de Philippe Starck. Et là, c'était un énorme chantier puisque c'était un grand groupe d'électronique grand public. Donc, je suis devenue responsable du Team Tom, donc de l'agence de design intégrée chez Thomson. Et à ce moment-là, est-ce que ça vous aviez déjà des velléités d'indépendance? Est-ce que vous vous imaginiez un jour avoir votre propre... Oui, bien sûr. Quand on fait l'ENSI, je pense qu'on a tous un peu envie d'avoir son approche personnelle, puisque c'est une école qui nous invite à le faire, mais après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément prêt en sortant de l'école. Moi, je me sentais pas prêt, voilà. Puis c'est plus compliqué que ça. Il faut un réseau, voilà. C'est pas en se mettant, en ouvrant simplement son agence et en disant, ok, je suis là. J'existe. Je sais faire ça, que j'existe. Non, il faut faire un projet, 2 projets. Donc, j'avais déjà fait des choses, et c'est pour ça que j'ai continué à avoir une pratique assez affirmée quand j'étais même chez Starck, le week-end, etc. J'ai continué à avoir mes propres projets, donc j'étais beaucoup, je sentais que c'était obligé de le faire, de continuer, parce que la création c'est quelque chose de fragile en fait. Si on la met de côté, elle va pas revenir systématiquement, elle se convoque. Ça se pratique. Ça se pratique. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça, c'est intéressant. Et puis c'est aussi ce que j'aime faire en fait aussi. Donc voilà. Et donc bien sûr, j'espérais, mais voilà, je savais pas si les conditions étaient remplies pour pouvoir le faire. Et quand on travaille justement pour une agence, on n'est donc pas chez soi. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que il y a beaucoup de compromis à faire entre sa propre vision, la vision de la personne dont Oui, mais non, mais en fait, si on travaille pour quelqu'un, on accepte de partir avec ses intentions et sa vision à lui, et on va être plutôt dans la créativité de développement. Moi, ça me dérange pas du tout parce que c'est aussi quelque chose de très important. C'est pas juste l'idée qui compte. L'idée, ça représente presque rien en fait dans un processus de création. On peut avoir de belles idées, tout le monde a des idées d'ailleurs, tout à chacun a des idées, mais c'est la façon de les matérialiser et aussi de les matérialiser. Alors après, quelle idée? On peut en discuter, mais en fait, le métier de designer, c'est plutôt une capacité qui se situe dans l'idée, premièrement, d'avoir un sens critique assez développé, et de plus en plus, aujourd'hui, ça va être de faire la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, avec toutes les graduations.
La deuxième idée, c'est d'être capable d'inventer les choses qui ne sont pas là, et surtout aujourd'hui d'inventer des nouvelles logiques. Et le troisième niveau, et c'est un mélange de ces trois éléments-là, c'est d'avoir un sens pragmatique pour faire advenir les choses, en fait, dans un budget précis, avec une intention précise, etc. Dans un cadre. Dans un cadre bien précis. Donc en fait, c'est plus une aptitude, en fait. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle justement entre le fait de travailler dans une agence donc pour quelqu'un et aujourd'hui ce que vous faites, où vous travaillez par exemple en collaboration avec des marques, des choses comme ça, où il y a également un cadre où vous pouvez pas faire complètement peut-être, ça peut pas non plus. Mais non, mais il y a rien de. C'est toujours des collaborations. En tout cas, moi j'ai des commanditaires qui sont très ouverts et qui viennent me proposer des projets. Pour vous aussi, pour ce que voilà, vous avec avoir. ce que je sais faire, parce que j'ai démontré un certain nombre de savoir-faire, et donc aujourd'hui j'ai pas trop moi je veux pas parler de compromis. Je pense que l'idée c'est de faire un projet au mieux. Voilà, j'appelle pas ça du compromis. Je pense que c'est au contraire, je fais de mon mieux pour que ça fasse pas compromis, justement, pour qu'on partage les mêmes valeurs. Si on partage les mêmes valeurs au départ, on va avoir un projet qui est beaucoup plus fort, en fait, tout simplement. Donc vous êtes à cette époque-là vous travaillez dans l'agence de Philippe Starck. Comment ça se passe ensuite? Est-ce que après je crée mon agence, donc je suis toute seule. Alors j'ai oublié de parler de Francis, qui est quand même mon mari, et qui est la personne qui m'aide aussi au quotidien. Donc je suis pas toute seule, en fait. Même s'il travaille pas au départ dans la structure même. En fait, cette transformation pour devenir designer, on l'a fait ensemble. Donc ça, c'est important de le signaler. On se sent pas tout seul, et on se sent épaulé. Et c'est aujourd'hui, en fait, la place qu'il a dans le studio est primordiale. Et à l'époque, c'était déjà un peu ça aussi, c'est-à-dire comment on met en place une structure qui donne les moyens à la personne qui crée d'avoir les meilleures conditions possibles. Qui rend possible la la création, c'est quelque chose de fragile, et donc en fait on va pas donner la même chose dans des contextes complètement particuliers. Si on n'est pas bien, on va pas donner quelque chose on va pas être généreux, on va pas donner le meilleur de soi. C'est assez simple à comprendre, en fait. Sûr. Donc ça, je l'ai compris aussi chez Thomson, puisque mon rôle, c'était de faire aussi que les designers se sentent bien. Et après, je sais, c'est compliqué, parce qu'il y a des tensions, il y a des délais et tout ça qui se mettent en place. Mais aujourd'hui, ça s'équilibre très bien, grâce à Francis, qui nous prépare beaucoup les choses en amont, et voilà. Donc c'est important de parler de ça aussi, parce que c'est pas juste la création, c'est pas juste quelque chose comme ça de se mettre dans un coin et de trouver une idée. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, il faut que donc l'agence, l'agence, on appelle ça un studio. De toute façon, nous on a un fonctionnement assez organique. On n'est pas Alors, on veut surtout pas rentrer, donc on est tout petit. On veut rester dans ce type d'agilité. Donc voilà, aussi pour ça. Alors justement, donc vous créez votre agence. Quel était l'objectif? Est-ce que c'était de pouvoir travailler à plein temps sur des projets, vos projets? Est-ce que quelle était l'idée? Pourquoi à ce moment-là c'était le bon moment pour pour prendre votre indépendance? Non, mais j'avais collaboré 5 ans avec Philippe Starck. Je me sentais prête cette fois-ci à parler en mon nom. Et puis il s'est trouvé que il y a eu un commencement de changement assez fort du côté de chez Thomson, puisqu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il a été question de vendre pour 1 euro symbolique Thomson Multimédia. Donc voilà, à partir de là, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai pensé que c'était le bon, et un déménagement en fait de toute l'équipe. On a changé de locaux, donc je me suis dit que c'était le moment de partir. Voilà, tout simplement. Et donc là, quel a été le premier projet sur lequel vous avez travaillé? J'ai commencé à travailler sur des projets pour Seb, en fait. Donc c'était assez proche des produits électroniques que j'avais pu faire, mais c'était l'électroménager. Puis j'avais aussi commencé à faire du mobilier, puisque j'avais commencé déjà à exposer, et j'avais notamment fait Quand je dis monte à Paris, donc cette colonne d'hospitalité. Je l'avais montré à Milan, et puis j'avais eu des forts encouragements pour continuer dans cette voie, même si c'était complètement extraterrestre, on va dire, comme typologie.
Voilà, j'avais eu beaucoup de gens, les gens m'avaient encouragé lors de cette présentation à Milan à continuer dans cette voie parce que ça faisait sens, en fait, tout simplement. Donc, ce qui est important dans le design, c'est qu'à un moment donné, on est d'abord reconnu par ses pairs, en fait, et c'est peut-être quand on défriche un peu, quand on fait des choses, voilà, ça veut dire que on n'a pas forcément le succès commercial, mais en tout cas, on est déjà voilà un peu reconnu dans le secteur dans lequel on s'inscrit. Parce qu'on va faire des conférences, parce que voilà, et donc ça c'est déjà c'est une première pierre pour c'est une première pierre, donc on se sent un peu rassuré, voilà, pour continuer à les défricher et voilà, et il faut tenir, il faut que certains projets nous permettent de tenir et de continuer à garder une approche bien personnelle, parce que ce n'est que l'accumulation de plusieurs projets qui va faire en sorte que les gens à un moment donné vont se sentir intéressés par notre approche, parce que voilà, ils identifient un style, ils vont identifier voilà à travers 2-3 projets une capacité à rebondir ou une façon de penser les choses ou voilà. D'accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs pas spécifiquement aujourd'hui, mais comment naissent les projets le plus souvent? Est-ce que c'est des marques qui viennent vous voir avec alors nous c'est pas besoin. C'est pas des marques, c'est plutôt des gens en fait. Oui. C'est des gens qui passent la porte, donc c'est pas tant la marque qui est importante, c'est plutôt des rencontres en fait. Ça se passe comme ça. Des gens qui, j'ai fait déjà suffisamment de choses pour qu'on puisse identifier ce que je peux apporter dans une histoire. En même temps, on me demande toujours de faire des choses que j'ai jamais faites, et ça c'est très intéressant pour moi, parce que ça demande justement, comme une de mes méthodologies, c'est de faire un pas de côté et de regarder un petit peu avec un regard extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis designer extérieur de la structure quand j'arrive, donc je vais pouvoir mettre ça à profit. Et surtout maintenant, il y a une espèce de mise à plat générale, et comme je le disais auparavant, cette idée d'inscrire de nouvelles logiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal expérimenté, que je peux mettre à profit aujourd'hui dans plein de projets différents. Alors donc en fait on se rencontre et puis on échange d'abord. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit être sur les mêmes valeurs, en effet. Sinon, je vais pas commencer. Alors, au début, quand on est jeune designer, on a envie de collaborer avec tout le monde. On se dit, waouh. Puis après, en fait, comme je l'expliquais, c'est fragile, la création. Et si, à un moment donné, on se retrouve avec un partenaire qui ne comprend pas ou qui, voilà, ça peut être blessant et ça peut, casser, en fait, cette espèce de motivation ou l'idée qu'on se fait de notre métier. Et en fait, donc maintenant, on se protège, en fait. Et je crois que c'est important de protéger les créatifs de ce point de vue-là, parce que c'est une démarche est très longue à être construite et pour la construire, mais en fait, ça peut en fait être détruit, s'abîmer assez rapidement. Et la conviction, l'espèce de naïveté que je garde, en fait, et qui fait que mon travail est aussi optimiste et qu'il y a une part de naïveté, il y a une part d'envie voilà, d'aller dans la vie, etc. Elle vient aussi de ça, de cette espèce de protection du cœur créatif, en fait, voilà, que je me suis donné au fur et à mesure des années. J'aimerais qu'on revienne sur les projets sur lesquels vous avez travaillé en matière de gastronomie, en lien avec la gastronomie, donc qui sont assez variés. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ça... quel est le premier projet? J'ai commencé à travailler d'abord sur des outils, parce que je suis pas chef. Je peux collaborer avec un chef. Donc, les premières collaborations, alors peut-être que c'est pas ça, je me souviens plus trop, mais en fait, une des premières collaborations dont je me souviens, c'est la collaboration avec Pierre Hermé. Et je montre toujours cet objet parce que je trouve que c'est très, très... symptomatique de ce que je peux donner dans un projet, c'est-à-dire que on a décidé ensemble de faire un couteau simplement pour couper le gâteau, et en fait je propose plutôt un scénario d'usage où en fait l'idée c'est de bien sûr couper le gâteau, mais c'est surtout aussi de le distribuer, parce que pour moi le plus important c'est de partager le gâteau. Et donc c'est un objet qui a une forme particulière parce que c'est à la fois un couteau et une pelle à tarte. Donc voilà, donc c'est assez clair, comment en fait on peut et on se dit le couteau, c'est comment on peut innover avec un couteau, parce que c'est un outil qui nous accompagne depuis et puis en même temps
on s'autorise pas grand-chose parce que voilà, c'est un outil est un outil, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas de fantaisie autre que ça. Et là, ça donne en fait un objet qui a une forme particulière, une prise en main particulière, on sent les deux utilisations en fait différentes et je suis très contente de ce projet-là avec la Forge de l'Aïeul aussi qui est une entreprise française voilà donc voilà tous les ingrédients sont réunis pour faire un beau projet. Donc voilà, c'est un peu ça. Puis on a fait d'autres projets avec Alessi avec Pierre qui est sur l'idée plutôt de partir des gestes du pâtissier qui sont très techniques hein. C'est aussi ça quand on veut commencer la pâtisserie et c'est pour ça que j'ai un peu de mal parce que moi j'aime bien inventer au fur et à mesure, j'aime surtout pas suivre une liste de choses à faire. Ouais, c'est pas toujours compatible avec la pâtisserie. Voilà. Ça. Et en fait voilà, c'est ou alors il faut être à un certain niveau, ce que je n'ai pas du tout. Et voilà, et notamment une collaboration sur un cul de poule qui est en fait un objet qu'utilisent vraiment les pâtissiers qui est très simple avec cette idée de dire que la gestuelle en fait qu'un pâtissier c'est de le porter contre son ventre et vraiment du coup de fluidifier le geste et j'ai simplement fait une petite boursouflure en fait dans ce cul de poule qui a deux raisons principales. Une première raison c'est de pouvoir mélanger au départ. Donc c'est un peu comme si on avait un petit bol dans le grand. On va pouvoir commencer son émulsion parce qu'on a très peu d'ingrédients au départ et ça sert à rien d'avoir un très grand contenant. Puis après on va faire simplement glisser le tout dans le grand contenant et là on va se servir du petit bol pour tenir parce qu'il y a une petite superficie en silicone et donc ça nous permet de s'approcher parce qu'on ne sera jamais dans le geste du pâtissier mais en tout cas d'un geste professionnel voilà donc même sur un cul de poule qui est sur une demi-sphère voilà exactement on pense que c'est impossible de voilà il y a des choses à d'innover. Faire voilà donc un certain nombre de projets comme ça une maryse qui est semi-rigide semi-souple semi-rigide un fouet aussi qui a deux niveaux d'émulsion. Là, une petite gamme. Ce que je trouve intéressant là dans ce que vous dites, c'est que l'idée est quand même, il y a une dimension innovation qui est importante. C'est pas juste faire un bel objet. Oui. Là, non, c'est mais vraiment... je m'inscris pas vraiment dans l'idée de faire un objet en plus. Alors c'est vraiment en effet plutôt asseoir ces objets sur un scénario d'usage un peu particulier. Voilà. Okay. Donc là, c'est pareil. C'est par exemple le cul de poule, c'est prendre en considération le fait qu'on a peu d'ingrédients au départ. C'est difficile de donner une efficacité et une gestuelle. Et c'est la même chose dans le couteau en fait. Et une intention aussi, c'est-à-dire faire en sorte de donner une appropriation ou en tout cas une entrée plus facile à la pâtisserie avec les gestes, avec le cul de poule. Donc là, on voit que vous avez travaillé sur des projets assez variés d'objets, mais vous avez également travaillé sur des lieux. Est-ce qu'on peut en parler parce que c'est, je suppose, des enjeux qui sont différents. Enfin, c'est pas ni les mêmes contraintes, ni les mêmes. C'est pas le même challenge du tout. Oui. On a les lieux que j'ai fait avec Patrick Elouardi et Philippe Chaplet, donc tous les lieux qu'on appelle donc le e-hôtel. Ce sont des hôtels, voilà. Avec, mais c'était déjà en 2003 et on était dans les premiers restaurants organiques en fait. Donc ça c'était intéressant avec une collaboration avec un certain nombre de chefs sur la partie e-beach qui est la plage. Donc ça c'est des lieux qui sont assez expérimentaux puisqu'en fait mon approche est d'essayer en tout cas notre approche à tous les trois c'était de dire qu'on n'allait pas accueillir chez nous en fait l'hôtel était loin d'être chez nous. L'hôtel est plutôt un endroit où on peut essayer des choses et l'hôtel est justement l'endroit rêvé pour rencontrer l'autre ce qui est à l'époque était complètement nouveau puisqu'on nous disait qu'on pouvait dormir là et là et là et que c'était la même chose avec un espèce de style international. Exactement. Voilà. Donc au contraire là l'idée était de vivre une expérience et surtout vivre une expérience du contemporain, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver dans un cadre contemporain et de bien sûr se mettre en connexion avec les autres lieux contemporains qui étaient dans la ville. À l'époque c'était donc pour le e-hôtel à Nice. Mais il y avait d'autres projets. Donc c'était un peu dans ce cadre-là qu'étaient développés en fait les lieux, mais c'était
Vraiment, c'est pas un lieu qui était déconnecté de l'endroit où on mange, avec qui est en fait un espèce de concept qu'on vient intégrer dedans. Non, c'est comme on peut le voir aujourd'hui, ou même certains restaurateurs ont les lieux en concession. C'est pas du tout ça. Là, les lieux font partie du concept global voilà. Donc, et ça, c'est plus intéressant parce que on a une vision globale. On propose une expérience pour dormir, mais on propose aussi on prolonge cette expérience, dans l'alimentation. Voilà. Et donc, quand on vient faire quand on se pose dans ces lieux, on a une vision globale, en fait, de ce que ça peut apporter, au vécu. C'est ça qui nous porte, en fait, en général. Et maintenant que vous avez un recul sur ce type de projet d'une 20aine d'années, quelles sont les évolutions que vous avez vues à l'œuvre depuis, et justement en matière d'hospitalité dans les lieux? Moi, je regarde pas ce qui se passe. Je pense très peu. Okay. Non, mais j'essaie je m'occupe pas du tout de tendance. Je pense que ça, c'est vraiment... Ou peut-être le mot tendance, c'est pas juste, mais j'entends, je m'intéresse à l'évolution de la société. Oui, c'est ça qui me porte plus. Dans les usages ou peut-être plus. Voilà, dans les usages. Voilà, chacun a ses propres façons de fonctionner. Je pense que ça, de s'occuper de tendance, c'est court terme. C'est encore une façon de faire marcher la machine, de manière artificielle. Voilà, et au contraire, moi, c'est aussi quelque part quand on regarde par rapport à la couleur, parce que la couleur, c'est ce que je défends aussi au quotidien. C'est quelque part, on signifie aux gens qu'ils n'ont pas d'expertise en la couleur, et donc il y a des experts en couleur qui vont alors que c'est pas vrai. On devrait avoir, et c'est pareil en alimentation, on doit avoir un rapport direct. Alors bien sûr, on peut regarder ce que fait l'un ou l'autre, mais il faut habiter son alimentation. Je veux dire, c'est en termes, ça veut dire qu'il faut pas la déléguer. Alors et c'est quelque chose de tellement important aujourd'hui que c'est devenu peut-être l'axe le prioritaire, en fait, qui peut changer les choses aussi. Notre consommation de viande, par exemple, est un levier très important sur la possibilité de changer les choses, par exemple. Donc voilà. Donc j'essaie à chaque fois, à travers les expositions, j'ai fait une cuisine pour une exposition où là pour la Fondation Ricard, où j'essaie de mettre en relation la digestion parce qu'une cuisine, on peut pas faire une cuisine aujourd'hui sans parler aussi d'où viennent les ingrédients, donc de la terre. Donc je voulais mettre en relation les micro-organismes qui sont dans la terre et qui digèrent, et la digestion qui est dans notre corps avec le microbiote. Et donc voilà, c'est dire juste des choses comme ça, c'est dire même une exposition peut être là pour apporter la conscience, en fait. C'est le minimum que doivent porter les projets. Et sur d'autres projets, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et pouvoir là commencer à agir, pas simplement donner conscience, pas simplement expliquer aux gens ce que signifie leur acte de consommation, mais aussi les aider à agir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se poser et agir maintenant sur des territoires, sur. Et donc en fait la chose qui a changé, c'est surtout ça. Mais moi j'ai toujours fait un petit peu cette idée de changement de logique, parce qu'au départ c'était créer des scénarios, mais ça a toujours été ça quand même. Ça a toujours été des nouvelles typologies, donc ça a toujours été un peu à côté. Le pas de côté. Le pas de côté. Donc on va dire je suis plus exigeante, mais en fait la méthodologie elle reste presque la même. Et si on parle d'alimentation et de votre alimentation, quels sont les principaux marqueurs? Qu'est-ce qui vous... Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ce qui nous définit, c'est que c'est Francis qui fait la cuisine, il est bourguignon, et qu'il a une façon très particulière de faire de la cuisine saine. Donc voilà. Et donc on va manger plutôt végétarien le midi, et on va manger de façon un peu plus conséquente le soir, de façon à laisser le système digestif fonctionner pendant la nuit. Voilà, c'est un peu ça qui nous caractérise. Donc c'est aussi quelque chose qu'on découvre au quotidien, parce on commence à... On l'avait déjà commencé, mais là cette fois-ci on est beaucoup plus exigeant sur l'origine des produits. Francis
va chez les commerçants qu'il connaît. Voilà, il sait dans quel écosystème il vient chercher ses aliments. Les matières premières. Les matières premières, voilà. Et on sait qui on fait vivre aussi en même temps par là même, hein, parce que c'est pas voilà. Et c'est la même chose pour les vêtements. Oui. Hein, c'est la même démarche. C'est la même démarche, c'est-à-dire que et si déjà chacun d'entre nous faisait ça, je pense que ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas, voilà, mais en même temps, je pense que c'est déjà une façon assez simple d'agir. Bien sûr. En consommant et aussi en se protégeant, parce que en sachant d'où viennent les aliments, c'est quand même aujourd'hui primordial aussi. Et est-ce que, toujours en termes d'alimentation, est-ce que vous allez beaucoup au restaurant? Est-ce que vous aimez ça? Alors, on va pas beaucoup au restaurant parce que justement, Francis est un chef hors pair et qu'on préfère les petits dîners ensemble entre amis. Après, si, on va quand même au restaurant pour goûter, pour s'ouvrir à d'autres choses. Mais voilà, mais c'est plutôt, on va chercher plutôt du coup des cadres un peu expérimentaux, voilà. Dans l'assiette ou dans le... Non, dans l'assiette plutôt. Après, c'est vrai que c'est pas souvent général en fait. Hein, général, voilà. Mais ça veut pas dire. Ça n'a rien à voir avec le statutaire. Ça peut être aussi des endroits quotidiens, voilà, et aussi des gens. C'est ça, en fait. Hein, rencontrer connaître son épicier, c'est aussi quelque part connaître son boulanger, connaître voilà 4-5 restaurants dans lesquels voilà, c'est pareil, c'est la même. C'est le côté écosystème. C'est le même, voilà, c'est les mêmes quêtes en fait. Dans les projets que vous avez menés justement autour de la restauration, on sent qu'il y a un lien très fort entre ça fait un tout entre le lieu, l'assiette, l'environnement autour du lieu. C'est pas toujours le cas au restaurant. Est-ce que pour vous c'est indispensable quand vous allez au restaurant que quelque part ce soit un petit écosystème? Non, mais ça dépend ce qu'on vient chercher. Nous, ce qu'on propose, notamment avec les projets qu'on a fait avec la e-life, c'est d'expérimenter globalement un vécu. Donc c'est ce qu'on propose, mais voilà, ça n'est pas l'intention de tout le monde en fait. Il y a des gens qui sont très concentrés sur ce qu'on met dans l'assiette. Est-ce qu'il y a un projet récent ou qui va bientôt sortir, dont vous aimeriez nous parler? Oui, il y a plusieurs projets. Il y a déjà une bûche de Noël. C'est ma première bûche de Noël avec Benoît Castel. Okay. Voilà, donc ça s'appelle Totem. Donc c'était une belle expérience parce que je me suis aperçue que la créativité en pâtisserie, on peut aussi donner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a commencé très tôt à y réfléchir. Chacun important des idées et pour faire en sorte d'établir en fait finalement cette bûche à la fin. Donc lui essayant d'apporter des goûts au fur et à mesure et en échafaudant une architecture de goût et moi en donnant en fait à cette architecture particulière gustative, le prolongement et la matérialisation. Benoît nous a proposé aussi d'intervenir sur les façades des boulangeries pour marquer le coup. Donc c'était une très belle expérience. Donc c'est une bûche qui là aussi est un peu expérimentale puisqu'en fait il y a peu de chocolat. Le chocolat il est issu en fait d'une crème qui est légèrement infusée avec des écorces de fèves de cacao. Donc là aussi c'est l'idée de voilà, tout est naturel a priori. On a aussi de la couleur parce que moi je tiens en fait à avoir un univers coloré mais tout est fait à base de fruits, etc. Donc on n'a pas. C'est intéressant. Voilà, et il est déjà dans cette démarche-là. Hein, donc il l'a pas fait simplement avec la bûche, mais c'était juste l'idée de le magnifier encore plus avec cette bûche. D'accord. Voilà. Il y a une deuxième expérience dont je peux parler, c'est une collaboration avec Frédéric Gracier-Hermé pour faire une confiture avec la confiture parisienne. Et là donc elle a eu cette belle idée de mélanger la cerise et l'olive, donc qui paraissent comme ça deux goûts improbables à associer, mais qui au palais s'harmonisent complètement. Ouais, fonctionne très bien, je peux en témoigner. Très bien, voilà. Et donc j'ai préparé un écrin justement
en dégradé où on voit la cerise dans le pot qui est transparent, et ce pot petit à petit devient vert en partant vers le haut. Avec un dégradé et voilà, et donc j'essaie de symboliser cette espèce de passage de l'un à l'autre, parce qu'en fait c'est ça, on sent plus le goût de l'un et après le goût de l'autre, simplement avec un pot un peu particulier, assez artistique on va dire, voilà, en poussant aussi l'étiquette plus en haut pour qu'on ait un code un peu différent, voilà. et puis voilà, puis on vient aussi de sortir donc un livre qui retrace en fait qui part de la cuisine du Dari, cet hôtel qu'on a réalisé c'est plus un endroit de retraite dans le désert avec Patrick Eloargui et Philippe Chaplet. Et ça s'appelle la cuisine de l'Oasis, se nourrir de l'essentiel. Donc là, c'est un projet, c'est assez beau parce que ça fait 10 ans que le lieu existe, et en fait, ça nous permet aussi de parler de la spécificité de l'Oasis, de parler de cette espèce d'équilibre entre le végétal et l'humain, c'est ça en fait l'équilibre. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez important à aller voir aujourd'hui par rapport aux questions écologiques, et en même temps de regarder les spécificités d'une cuisine traditionnelle tunisienne. On est dans le désert, donc on a peu de choses, mais en tout cas on ne manque de rien puisque la créativité fait le reste. Et là encore, il y a une collaboration avec les femmes du village, Nadia qui vient faire la cuisine, et Frédéric qui vient se poser, Frédéric Gracier-Hermé, qui vient se poser de temps en temps et qui va donner un petit twist comme ça dans les recettes traditionnelles, puisque notre envie aussi c'est de toujours faire en sorte que ça devienne contemporain. Donc, c'est-à-dire aussi on peut aller jusqu'à évoquer le potentiel de l'Oasis dans l'idée d'y faire planter des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau. C'est par exemple la moringa qui a beaucoup de vertus aussi. Donc il y a des essais qui ont été faits justement, notamment dans l'oasis de Nefta. Voilà, toutes sortes de et en même temps, donc ça permet de faire un voyage, de rencontrer une culture et en même temps de regarder comment tous ces ingrédients peuvent être revisités et surtout même si on peut pas aller en Tunisie, on peut y être un peu à travers les recettes qui sont très simples à réaliser. Voilà. Et donc là, ce que vous disiez, c'était que c'était une affaire de femmes en cuisine, si je comprends bien. C'est pas toujours le cas, c'est pas forcément le cas de figure le plus répandu dans la gastronomie française en tout cas. Mais là, l'idée, c'était de pas faire appel à un chef, justement, qui viendrait de France, qui se poserait, justement, c'était vraiment, on mange comme à la maison. Donc, dans une maison tunisienne, à Nefta. Et on n'a pas le choix. Du plat. Alors, si bien sûr on est végétarien, on aura quelque chose de particulier, bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va goûter des plats qu'on ne connaît pas, a priori, comme la moria, que moi j'adore, qui est en fait à base de corette, qui est une espèce d'équivalent d'épinards, et il y a plein de recettes de moria différentes, et c'est un plat très spécifique, donc c'est une vraie expérience gustative en même temps. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne mangerait pas dans un restaurant en France. Voilà, peut-être que si, il y a des endroits bien particuliers, mais moi j'en ai jamais mangé, j'en avais jamais mangé avant de la découvrir au Dari. Et l'enjeu, c'est ça, c'est d'ouvrir sa palette et de voir que il y a plein, et d'avoir aussi une relation particulière au lieu avec ce plat-là. C'est-à-dire que je sais que quand j'y vais, je vais goûter la moria. Et si vous repensez à votre parcours, vous nous avez dit tout à l'heure que le fait d'être une femme, c'était pas le sujet majeur. Enfin, en tout cas, vous l'avez pas ressenti comme tel. Est-ce que c'est représentatif du métier de designer? Est-ce que comment vous voyez les choses à l'heure où quasiment toutes les industries ont maintenant leur MeToo qui bascule, qui renverse un peu la table sur le sujet. Est-ce que dans le design, sans parler de MeToo, mais est-ce que dans le design les femmes ont leur place? Alors on est dans un secteur un peu particulier parce qu'on a déjà une méconnaissance presque on va dire de ce
ce que veut dire le métier du designer. Enfin, voilà. Donc, je pense que quelque part, c'est alors, on s'en plaint souvent, mais je pense que c'est une chance en fait, puisqu'en fait, on pousse les limites, on peut pousser les limites. Et moi, aujourd'hui, c'est protéiforme. Voilà. Je donne la définition du design que je veux, et chaque designer peut donner une définition. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Et je pense qu'il faut savoir aussi rebondir pour prendre que les avantages. Et voilà. Forcément, moi, quand j'étais à l'école, on était 3 filles dans la promotion, bien que ce soit pas des promotions, puisque on était tous mélangés. Mais aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié, je pense, dans les effectifs. Donc, il y a déjà ce fait-là, on arrive à plus facilement rentrer dans les écoles pour la formation. Après, ça dépend dans quel cadre on va travailler. C'est sûr que si on va travailler dans les grandes entreprises, je pense que à un moment donné, un profil masculin va peut-être plus rassurer. Je sais pas. Moi, j'ai fait un chemin un peu particulier parce que je suis arrivée dans une entreprise avec Philippe Starck. Philippe Starck avait pas du tout cette notion. Enfin, il croyait vraiment à la spécificité, à la sensibilité de l'approche, même des hommes et des femmes d'ailleurs. C'est pas voilà. La sensibilité d'approche tout court. Voilà, en fait. voilà. Et donc, il y avait pas du tout de soucis de voilà. Je sais pas trop ce qui se joue. Ce que j'aime bien entrevoir aujourd'hui, c'est que il y a des choses qui vont être plus possibles. Et donc ça, c'est formidable. Ouais, c'est une victoire. Oui. Les limites sont en train de bouger. Et donc je pense que ça va aussi changer pour le design en fait dans notre secteur. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui, inspirée par votre parcours, enfin voilà, se demande comment y arriver? La différence, c'est qu'on doit faire peut-être acte de plus de conviction. Et moi, j'essaie d'analyser, et en fait, je n'étais pas intéressée par tout ce qui était lutte de pouvoir. Et donc, en fait, je le montrais dès le départ, que j'étais pas là pour le pouvoir. Et quelque part, ça facilite énormément de choses déjà. Ça désamorçait peut-être. Ça désamorçait les situations, et mon enjeu, c'était de travailler pour le projet, pas pour travailler, pour faire plaisir. Parce que c'est en fait ça, en France, on a énormément d'énergie perdue, à la fois parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie, mais aussi par ces petites luttes de pouvoir qui sont à l'intérieur des groupes. Et donc le conseil que je peux donner, c'est déjà ça, d'arriver et de montrer que on n'est pas là pour ça. Et du coup, il y a déjà un certain nombre de choses qui tombent. Après, la deuxième notion, c'est de s'éloigner du statut, d'essayer de faire des choses, voilà. Parce que ça, c'est une deuxième couche de complexité, oui. Voilà, de revenir à des choses plus essentielles, et donc moins dans l'idée de ce que le statutaire, ça veut dire ceux qui peuvent avoir et ceux qui peuvent pas avoir. Donc moi, j'ai toujours essayé de m'éloigner de ce type de fonctionnement. Après, en France, on est dans une culture de la distinction, justement. Donc, on est organisé comme ça, oui. C'est-à-dire, et d'ailleurs, le culinaire est autour de ça. Tout à fait. C'est la grande différence entre, par exemple, si on prend 2 exemples, entre la culture française, la cuisine française et la cuisine chinoise. La cuisine chinoise, elle va être dans l'idée de l'appropriation, que tout le monde puisse avoir, alors que nous, notre histoire fait que notre culture, elle est très compliquée à être réalisée, et donc, parce que on voulait exclure un certain nombre de gens, et on voulait faire des différences entre ceux qui pouvaient et ceux qui pouvaient pas. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de garder cette sophistication, parce que ça amène de la sophistication. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je le perçois en fait de plus en plus, et on me le signale quand je vais présenter mes projets à l'étranger. Cette sophistication, elle est importante, parce que c'est ce qui fait notre contact sensible au monde, en fait, quelque part. Et c'est ça qu'on doit retrouver. Si on est aujourd'hui dans le mur, c'est qu'on a perdu notre sensibilité. C'est-à-dire qu'on a remplacé le qualitatif par le quantitatif, on a remplacé le singulier par l'universel, des choses comme ça. Et en fait, et donc se dire que cette sophistication peut nous aider, parce qu'on embarque en fait pas simplement des choses primaires, des choses fonctionnelles, mais du symbole. Voilà, ça peut nous sauver en fait. Et notre système de pensée aussi, je pense qu'il faut le remarquer. On a un système de pensée très très puissant. On a des bons philosophes, des bons d'ailleurs qui deviennent aussi écologues en même temps. Là, donc on a tout un système de pensée qui
heureusement qu'il est là aujourd'hui pour y voir plus clair. Ouais. Heureusement qu'on est là. Moi, je lis énormément. J'ai besoin de ça parce que sinon, je me dis, je sais pas où on va, quoi. Ouais. Donc, ça m'aide au moins à me lever le matin et me dire, voilà, on n'est pas tout seul à affronter et à se poser des questions. On va y arriver. Plus tous ces courants écoféministes que je trouve très 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 forts aussi. Cette convergence des luttes, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus clair et donc on est moins dans l'idée d'être l'un contre l'autre, mais Exactement. plus ensemble vers quelque chose. Tous ensemble. Voilà, on va tous donc ça c'est des choses qui me portent vraiment au quotidien. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent? Ben, je pourrais parler par exemple de Camille Morino qui a fait Where, l'association, puisque je viens de réaliser pour eux leur lieu où voilà, ils s'installent à la Villa Vassiliev. Et c'était pas gagné au départ de faire ces recherches, de proposer à des femmes de l'accompagner bien sûr pour faire ces recherches et redonner de la visibilité à des femmes artistes qui ont été soit un peu on va dire qu'on manquait de visibilité parce que le mari était aussi artiste et donc prenait la couverture, ou soit même en fait c'était une belle collaboration avec Camille qui porte ce projet-là et qui le partage. Et je peux donner ça comme ça voilà. Et puis après j'ai des femmes sur lesquelles comme Jane Addams qui est américaine, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui a fait la Hula House, qui est j'ai des personnages en fait. On doit avoir des personnages référentes. Et donc j'essaie à chaque fois que je vais dans une ville, et là j'étais allée à Chicago et j'avais demandé à une personne qui m'avait dit mais si regarde ce qu'a fait Jane Addams, c'est ça par ville de regarder s'il y a un portrait de femme exceptionnel et de regarder après de fouiller dans son parcours, de savoir comment et Jane Addams c'est très intéressant parce qu'elle a on était à peu près, quand on lit son livre, on était 200 ans après, on a l'impression qu'on est dans la même situation. Oui. Et elle a eu des fulgurances, notamment, non seulement de travailler pour accueillir les petits, puisque les mamans et les papas, étaient partis à l'usine, c'est et donc de créer des lieux d'accueil pour les enfants, avec un environnement, bien sûr, très 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 intéressant, mais aussi par exemple des choses qui pourraient nous donner un certain nombre d'enseignements aujourd'hui. Elle faisait des expositions puisque les immigrés venaient de toute l'Europe en général, mais ils perdaient leur métier en fait. Donc elle faisait des expositions pour la première génération qui en général est la génération sacrifiée et qui se retrouve à travailler à l'usine, mais qui avant avait appris un métier de joaillier, voilà. Et donc elle faisait une exposition pour redonner de la dignité à la première génération. Voilà, ce qui est quand même quelque chose d'assez subtil dans la façon de qui fait qu'à un moment donné, il y a un peu moins de cassure dans la trame ancestrale, vous voyez. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des soucis, on n'a pas fait tout ce travail quelque part. Nathalie, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food ? Alors ça peut être un restaurant, ça peut être un livre, ça peut être un vin, ça peut être ce que vous voulez. Oui, je vais parler du vin de Marie, en fait, qui est un vin rocher, qui est en fait un vin qui est un vin naturel. Donc, puisque j'essaie maintenant de boire essentiellement des vins naturels ou des vins en biodynamie. Marie a un parcours un peu spécifique. Elle était éditrice. Puis elle est devenue boulangère, mais bien sûr sans gluten. Et après, elle est devenue vigneronne. Voilà. Donc on a l'impression que d'un seul coup, elle connaît une espèce de vision assez large, en tout cas de ce qui fait l'essence même ou les aliments qui sont les plus essentiels. C'est plutôt ça. Ouais. Et avec la fermentation. Voilà. Et donc elle fait ça avec une passion énorme. C'est assez beau parce qu'elle a même pas de vigne à elle, en fait. Elle va quand même vendanger, mais c'est des amis qui lui
Elle réserve en fait des vignes et des parcelles et elle s'occupe de tout bien sûr, mais c'est aussi beau de penser que maintenant on peut faire ça en fait. Du vin sans avoir ses propres vignes, sans la possession des vignes, parce que ça donne et en plus elle a des jolies petites étiquettes qui parlent bien, qui envoient des bons signaux. C'est important, je pense, qui sont pas du tout dans des codes statutaires justement. Oui. Ni dans l'idée de se raccrocher à des typologies de vin qu'on connaît. Voilà, c'est peut-être ça mon dernier coup de cœur. Est-ce qu'il y a, alors vous en avez peut-être déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance? Oui, c'est un peu les tomates farcies, j'en ai parlé, les endives au jambon. On peut parler de la bûche de Noël, qui était vraiment une opération familiale. C'était à la fois, ça se passait chez mon grand-père, donc c'était le seul cas où il y avait vraiment comme ça une espèce et ma mère et ma tante, à trois, ils se mettaient pour faire ces fameuses bûches qui étaient énormes, qui étaient très longues. Roulées, avec beaucoup de beurre, bien sûr, comme il se doit, la crème au beurre. Mais c'était quelque part, ça soudait la famille. C'était une façon, rituel, c'était le seul rituel où d'un seul coup tout le monde se mettait comme ça à l'unisson pour créer la bûche. C'est ça. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? Peut-être la mouraya, là, c'est peut-être je reparle un peu de la même chose, mais j'ai pas trop réfléchi en amont, mais je peux dire vraiment il y a un avant et un après en fait. Ça répond bien la définition du plat que vous avez goûté, que vous n'avez jamais oublié. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? La cervelle. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Il y en a beaucoup. Lequel je vais choisir par contre? Un indispensable de votre quotidien. Alors je vais dire le yaourt, mais je vais préciser, c'est le yaourt coco. Parce que j'essaie de retirer, végétal, D'accord. Ça a beaucoup de signification pour moi parce que j'ai été biberonnée au yaourt comme beaucoup de Français et donc il faut se contraindre quelque part à trouver une autre façon de fonctionner sans le lait de vache et là ça convient, donc si ça peut aider certaines personnes à quitter une astuce pour véganiser son alimentation. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison? Bon, on a compris que c'était pas forcément vous qui étiez à l'œuvre. La recette fétiche de votre foyer, alors peut-être la recette fétiche de Francis, celle que vous adorez. Oui, alors il y en a beaucoup, parce qu'il nous gâte tous les jours. C'est différent et midi et soir. Qu'est-ce que je vais dire? Alors il fait bien le risotto, ça c'est sûr, avec toutes sortes différentes. C'est tellement varié que j'ai du mal à choper un élément particulier. Toujours des recettes de saison? Oui, toujours des recettes de saison. Mais beaucoup de légumes. Ouais. Le risotto c'est très bien parce qu'en plus ça peut s'adapter à la saison. Ouais. Il fait son houmous aussi, voilà. Plein de choses différentes. Et quand Francis est en cuisine, généralement je pose la question à mes invités de quand elles sont en cuisine, mais quand Francis est en cuisine, est-ce que y a une bande son qui passe? Est-ce que vous êtes vous-même vous êtes présente quand il cuisine? Bon, on vit en fait dans le même espace. Le bureau est là à 2 pas, donc bien sûr, oui. Donc, mais Francis a cette capacité à préparer un repas en 20 minutes. En fait, il a à peu près, c'est à peu près sa limite de temps qu'il dédie, et c'est pas pour ça que après il y a des choses qui sont préparées en amont, mais et en termes de bande son, est-ce que donc par exemple je peux parler il nous fait en ce moment du chou-fleur qui est grillé au four, vous voyez, qui est très qui est on sent la préparation du repas, ça nous met en appétit. Donc il y a pas de musique particulière, il y a pas de plus on écoute de la musique en fait au quotidien, oui. D'accord. Quel est le restaurant de votre vie, s'il n'en restait qu'un? Votre restaurant préféré de tous les temps? Oui, alors j'ai eu le, je sais pas si c'est les préférés, peut-être les plus différenciants. Donc j'ai eu la chance d'aller à El Bulli. Ah, quelle chance. Voilà. Et également de goûter
goûté un repas au Blue Mantal près de Londres. Voilà. Ouais. Donc en fait, donc ça a été 2 expériences. Alors c'est compliqué à expliquer en fait parce que c'est vraiment autre chose. Voilà, ouais. On peut pas comparer ça avec ce qu'on vit au quotidien. C'est pour moi la même chose que d'aller voir une pièce de théâtre expérimentale ou une chorégraphie expérimentale. C'est la même chose, c'est l'équivalent. Voilà. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver ? Vous auriez très très envie d'aller ? Pas en ce moment, non, je crois pas. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food ? Plutôt une femme de monde de la gastronomie. Vous avez déjà interviewé Frédéric Grassi-Armé, d'accord. Peut-être Marie, justement. Ah. Voilà, je pense que c'est très bien. Oui, je pense qu'elle serait ravie, elle aurait beaucoup de choses à engager dans une démarche alternative. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie Crasset. De rien, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Nathalie Crasset pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.